Bonjour à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui, on s'attaque à la troisième partie sur la SA. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir. Dans cette vidéo, on va traiter des conventions réglementées dans la SA, des AG et du cumul de mandats sociaux. Tout d'abord, les conventions dans la SA. Les conventions dans la SA sont dites libres si elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales. Donc, pour qu'une convention soit libre, elle doit respecter ces deux conditions, opérations courantes, à des conditions normales. Les conventions dites interdites, il est interdit aux administrateurs personnes physiques, au directeur général ou au directeur général délégué, représentant légal d'une personne morale administrateur, de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, sur le compte courant ou autrement, de faire cautionner ou avaliser par leur engagement envers des tiers. Les conséquences de cette convention interdite, une nullité absolue de la convention et un délai de prescription dans les 5 ans. Les conventions réglementées dans la SA sont soumises au contrôle des associés. Les conventions conclues directement ou indirectement entre la SA et son directeur général, un de ses directeurs généraux délégués, un de ses administrateurs, le représentant d'une personne morale administratrice, un de ses actionnaires disposant d'une fraction de ses droits de vote de plus de 10%, une société contrôlant une société actionnaire qui détient plus de 10% des droits de vote, une entreprise dont un propriétaire, un associé indéfiniment responsable, un gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale un dirigeant de cette entreprise, et simultanément directeur général, DGD, administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance de la SA. Attention, précision. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions conclues entre deux associés dont l'une détient directement ou indirectement la totalité du capital de l'autre. La procédure de convention réglementée dans la SA. Donc, si vous êtes dans un DS et on vous demande si ce contrat doit suivre une procédure particulière et vous vous rendez compte que ce contrat est conclu avec une autre société qui appartient à un membre de la SA, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, il faudra bien préciser que la procédure à suivre est celle des conventions réglementées dans la SA. Le plus simple et le plus pratique, c'est de schématiser le contrat conclu, de voir s'il y a une personne interposée, de voir si cette personne-là est à la fois dans les deux sociétés, et ensuite d'en déduire si ça rentre dans un de ces cas suivants. Si c'est le cas, on va suivre la procédure des conventions réglementées. Donc la procédure des conventions réglementées dans la SA. Tout d'abord, il y a une information du conseil d'administration ou du conseil de surveillance par l'intéressé. Ensuite, le conseil de surveillance ou le conseil d'administration doit autoriser. L'administrateur intéressé ne peut pas prendre part au vote. Le conseil d'administration doit justifier l'intérêt de la convention pour la société. Dans le cas où le conseil d'administration n'autorise pas, la convention peut être annulée si les conséquences sont dommageables pour la société. Une fois cet accord, le CAC doit être informé par le président du conseil d'administration dans un délai d'1 mois de leur conclusion. Un rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées doit être rédigé et enfin une consultation de l'AGO pour voter sur chaque convention doit être invoquée. Il est important de préciser que l'actionnaire intéressé ne peut pas prendre part au vote et donc ses actions ne sont pas prises en compte dans le décompte total. Si cette convention n'est pas approuvée par l'AGO, elle produit tout de même ses effets à l'égard des tiers, mais les conséquences préjudiciables peuvent être mises à charge de l'intéressé. Les cautions aval et garanties dans la SA. On l'a vu au début de la SA, sur la première partie, que c'est le conseil d'administration qui a le pouvoir concernant les cautions aval et garanties. Mais on a aussi vu que le conseil d'administration, tout comme le conseil de surveillance, pouvait donner l'autorisation au directeur général ou au directoire de cautionner ou avaliser ou garantir sous certaines conditions. Les conditions de validité de l'autorisation du CA. Tout d'abord, il faut que cette autorisation soit préalable à l'octroi de la garantie par le directeur général ou membre du directoire. Elle doit être donnée pour une durée limitée, à savoir 1 an maximum, donné pour un montant limité, il doit avoir un plafond maximum sur la garantie. Enfin, les cautions aval et garanties données par une SA à ses filiales contrôlées. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance peut accorder une autorisation annuelle, globale et sans limite de montant au directeur général ou au directoire pour garantir les engagements des filiales contrôlées, comme on l'a vu précédemment, sauf que précédemment, c'était pour toutes les sociétés. Et là, pour les filiales contrôlées, il n'y a pas de plafond, pas de limite. Le directeur général ou membre du directoire doit rendre compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance au moins une fois par an des garanties accordées. Les AG dans la SA. Bon, les AGO et les AGE. Tout d'abord, les AGO, elles sont souvent convoquées une fois par an, la GOA, dans les 6 mois de la clôture pour attester des comptes. Le quorum dans la SA, première convocation, 1/5 des actions ayant droit de vote. Et deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. La majorité, c'est la majorité des actionnaires présents ou représentés. Concernant l'AGE, le quorum sur première convocation, c'est 1/4 des actions ayant droit de vote et sur deuxième convocation, 1/5 des actions ayant droit de vote. La majorité, c'est 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Mais attention, il y a des exceptions d'unanimité dans la SA.
En cas d'augmentation des engagements des actionnaires ou d'atteinte aux droits individuels des actionnaires, dans ce cas-là, la décision devra être prise à l'unanimité. Le cumul de mandats dans la SA. C'est une question qui retombe souvent à l'examen et il faut la savoir. La limitation au cumul des mandats d'administrateurs. Bon, le principe, prévu par la loi, une personne physique est limité à 5 mandats d'administrateur en France. À savoir que le mandat d'administrateur, plus celui du président, donc le président du conseil d'administration, est égal à un mandat dans le décompte. Mais il y a des dérogations. Il y en a 2 pour l'administrateur. Si je suis un administrateur dans une société, dans une SA contrôle d'autres SA, les mandats ne sont pas pris en compte. Seul le mandat dans la SA qui contrôle est pris en compte. Les SA non cotés et contrôlés par une même société, le mandat d'administrateur compte pour un mandat dans la limite de 5. Pour faire simple, si je suis administrateur dans une SA qui contrôle une autre SA, un seul mandat est pris en compte. De plus, les mandats de directeur général. Une personne physique, France, est limité à un mandat de directeur général. Mais il y a 2 dérogations possibles. Dérogation du deuxième mandat peut être exercé et cumulable dans une autre SA contrôlée par la SA dont cette personne-là est DG ou dans une autre SA si les 2 SA ne sont pas cotés. Le plafond global dans tous les cas, c'est 5 mandats, que ce soit de DG, de membre du directoire, de DGU, d'administrateur ou membre du conseil de surveillance, à savoir que le mandat de DGD n'est pas pris en compte. Une personne physique est en même temps administrateur et DG d'une SA, on ne compte qu'un seul mandat. Dérogation, les mandats d'administrateur d'exercer dans une société contrôlée par une SA dans laquelle est exercé un mandat ne sont pas pris en compte. Le plus simple, quand il y a une question comme ça, c'est de schématiser. C'est de faire le compte de combien a de mandats la personne, les relations entre les sociétés et en conclure le total.